Dans cette vidéo, on s'intéresse à la méthode de la règle de la chaîne de variables. Donc on regarde un petit peu ce que dit le programme et comment est-ce qu'on va le mettre en pratique. Donc d'abord, je vous rappelle le théorème au programme. Donc on prend U et V 2 ouverts de R2. Donc attention, cette fois-ci, contrairement à la règle de la chaîne d'une variable, on va forcément passer par R2. Et on a f une fonction de classe C1 sur l'ouvert U, x et y, deux fonctions de classe C1 sur V, et on s'arrange, encore une fois, comme dans le cas de la règle de la chaîne d'une variable, pour que x de UV, y de UV soit dans U. Du coup, on va pouvoir composer f avec x de UV, y de UV, et on vous dit que la fonction g qui a UV appartenant à grand V associe f de x de UV, y de UV, donc cette quantité-là a un sens, ce sera une fonction réelle, donc à valeur réelle, de classe C1 sur V, et on a les formules qui nous donnent les dérivées. Donc vous voyez, pour ces formules, pour avoir les dérivées, pour calculer la dérivée de g par rapport à u, on regarde ici cette première variable de f, on la dérive par rapport à u, et on multiplie par la dérivée de f par rapport à sa première variable. Plus, on fait pareil pour la deuxième variable, cette deuxième variable ici, on la dérive par rapport à u, donc le dy sur du, et on multiplie par la dérivée de f par rapport à cette deuxième variable. Et on obtient comme ça une formule, voilà. Donc pour v, c'est exactement la même chose. Vous remarquerez qu'ici, tout ce que j'ai fait, c'est que, regardez bien où sont les v, j'ai remplacé les u par les v ici, au dénominateur, uniquement. Alors après, bon, comment est-ce qu'on peut écrire ce théorème-là un petit peu autrement? En fait, quand on a une fonction qui va de v inclus dans R2, qui a uv associe phi de uv qui s'écrit x de v, y de v, donc pour garder les mêmes notations, cette fonction est classe C1 sur V si et seulement si chacune de ces fonctions coordonnées est classe C1 sur V. Donc si et seulement si, ces deux fonctions coordonnées, c'est-à-dire cette fonction et celle-ci, sont de classe C1. Donc en fait, l'hypothèse disant que soit x et y, deux fonctions de classe C1 sur V telles que, etc., on va pouvoir la réécrire en prenant phi, une fonction de classe C1 sur V, donc c'est pour remplacer x et y, deux fonctions de classe C1, à valeur dans U, c'est pour remplacer cette fin de phrase là, ici. Et à l'arrivée, ma fonction g écrite comme ça, en fait, c'est f rond phi. Et cette fonction-là va être de classe C1 sur V. Et pareil, je reprends un peu comme dans le cas de la règle de la chaîne d'une variable, des notations pour les fonctions coordonnées. Donc là, mes fonctions coordonnées, c'est les fonctions de deux variables. Donc qui a UV associe x de UV et qui a UV associe y de UV. Et on obtient les formules, la même formule qu'au-dessus. Encore une fois, cette deuxième version, je la trouve plus lisible. Notamment, je trouve cette écriture-là assez lourde, cette ligne-là. Et l'intérêt, c'est qu'on arrive à une écriture qui est plus compacte, soit phi une fonction de classe C1 sur V à valeur dans U, je trouve qu'elle est plus facile à lire. À quoi ça correspond finalement notre situation? Donc faites attention ici, contrairement à la règle de la chaîne, une variable, on va, l'ouvert U qu'on a en haut ici, il est forcément inclus dans R2. Et donc on va de V inclus dans R2, dans U inclus dans R2 par la fonction phi, qu'on va composer avec la fonction f, qui va de U dans R. Et on a comme ça notre fonction g, qui est f rond phi. Remarquez bien que comment est-ce qu'on fait la distinction finalement? Vous allez me dire ça ressemble beaucoup au diagramme pour la règle de la chaîne d'une variable. Je suis entièrement d'accord. La différence, elle est ici. Là, on a un R2, alors que dans la règle de la chaîne d'une variable, on part d'un intervalle i inclus dans R. Donc deux variables, pourquoi? Parce que ma fonction g aura deux variables dans son espace de départ. Donc après, bon, on reprend l'exemple, donc je ne me suis pas trop foulé, j'ai repris le même exemple que dans le cas de la règle de la chaîne une variable, donc la même fonction f qui vérifie les mêmes conditions sur les dérivés. Pareil que pour la règle de la chaîne une variable, je ne sais pas qui est f, donc je ne vais pas pouvoir remplacer directement. Et donc je m'intéresse à la fonction g qui a uv associe f de cos u plus v sinus uv. Et vous voyez que cette fonction g, si on l'écrit comme ça, si on pose cette fonction phi qui a uv associe cos uv sinus uv, donc ce qui est à l'intérieur ici de mon f, j'ai mon schéma, je vais de R2 dans U, qui repart dans R par f, et ma fonction g, ça va être f rond phi, donc je suis dans un cadre où je vais pouvoir appliquer ma règle de la chaîne. Donc il faut bien sûr vérifier les hypothèses, donc déjà U est un ouvert, bon, c'est le même que dans le cas de la règle de la chaîne une variable, donc j'insiste pas. Est-ce que mon phi est à valeur dans U? Quand on calcule la première coordonnée de carré plus la deuxième coordonnée de carré, ça fait un nombre qui est plus petit que 2, parce que c'est des cosinus et sinus, donc plus petit que 1. Donc c'est bien strictement plus petit que 3, donc phi de UV appartient à U. Et donc on a bien tout ce qu'on veut. F est de classe C1 sur le vers U.
phi est de classe C1 sur R2, parce que ces deux fonctions de coordonnées sont de classe C1. Regardez ces fonctions de coordonnées, donc il y a UV associe cos U plus V. Il n'y a aucun problème, c'est classe C1 par opération sur fonction usuelle. Après UV associe sinus UV, c'est aussi de classe C1 par opération sur fonction usuelle. Et on a bien, pour tout UV appartenant à R2, phi de UV appartient à U. Donc on a toutes nos hypothèses qui vont bien. On peut appliquer la règle de la chaîne de variables qui me dit que G, qui a UV appartenant à R2 associé F de phi de UV, va être de classe C1 sur R2. Et ben, on a notre formule pour la dérivée, donc, enfin pour les dérivées partielles. D rond G sur D rond U. Donc on prend... on dérive la première variable ici. Donc on dérive le cos U plus V par rapport à U. On applique ça en UV. Et on multiplie par la dérivée de ma fonction f par rapport à sa première variable, donc df sur dx, que j'applique en phi de uv, c'est-à-dire cosinus u plus v, sinus u plus v. Plus, ben on fait pareil pour la deuxième coordonnée, donc ce sinus uv, on le dérive par rapport à u, en uv. Et après, je multiplie par la dérivée de f par rapport à sa deuxième variable, donc par rapport à y, en cos u plus v, sinus uv. Et après, on remplace. Donc si je dérive ça par rapport à u, ça me fait moins la dérivée de cette quantité-là, mais qui va faire 1 fois sinus u plus v. Et cette dérivée-là, je la connais, c'est 3xy. Et donc là, j'ai remplacé x et y par cos u plus v, sinus uv. Donc ça me donne 3 cos uv, sinus uv. Pareil pour la deuxième, donc je dérive ça par rapport à u. Donc là, la dérivée de ce qui était à l'intérieur du sinus, ça va me faire v, fois la dérivée du sinus, donc cos uv. Et la dérivée de f par rapport à y, ça vaut x plus y en xy. Donc en phi de uv, on va obtenir cos u plus v plus sinus uv. Et on fait pareil pour la dérivée de g par rapport à v. Donc cette fois-ci, on dérive cette quantité-là par rapport à v. On dérive cette quantité par rapport à v. Et le reste ne change pas. Et on calcule et on obtient quelque chose.